Je pense que le growth, c'est pas qu'une affaire de marketing, c'est aussi une affaire de produit. À un moment, évidemment que si ton produit n'a pas trouvé son product market fit, s'il ne répond pas à un vrai besoin, évidemment que ça va être compliqué de faire payer tes utilisateurs et de les faire rester sur ton produit. Bienvenue dans les interviews Growth. Je m'appelle Jean-Bernard Siboni. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du growth. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Bonjour Florian, Ça va, tu vas bien? ça va super bien et toi? Ouais, nickel. Écoute Florian, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on parle de toi. Yes. Le but, c'est qu'on essaie d'en savoir un petit peu plus sur ta vision, mais également sur ton travail au quotidien, sur un petit peu comment tu gères voilà, des clients, tes méthodes, les outils que tu utilises. Yes. Si tu veux bien, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous parles de ton parcours et de comment tu as découvert le growth hacking ou le growth marketing selon comment tu l'appelles. Bah, écoute, merci. Moi, c'est Florian. Je suis freelance depuis 3 ans et demi. Je fais à proprement parler du growth marketing depuis 1 an et demi. Avant ça, j'avais un positionnement beaucoup plus généraliste, puisqu'en fait, c'est souvent un peu l'erreur des freelances, c'est d'arriver avec un positionnement très généraliste. Et un de mes complexes, c'était justement de ne pas arriver à me spécialiser, tu vois. Et j'aimais bien toucher à beaucoup de choses. Finalement, quand j'ai découvert le growth, je me suis beaucoup reconnu là-dedans, puisque ça demandait de mettre les mains dans le cambouis, de mettre en place des actions très rapidement, faire de l'itération. Et ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai tout de suite accroché au growth et je suis passé d'un positionnement très généraliste, consultant marketing digital, à un positionnement growth marketing. Et un peu plus particulièrement dans le B2B, puisque c'est plutôt là-dedans que je me retrouve, plutôt là-dedans que je trouve qu'il y a des trucs intéressants à faire, versus le B2C sur lequel je travaille beaucoup moins. Ça représente peut-être 10% de mon travail et encore. Voilà, avant ça, j'ai fait quand même un petit passage en salarié. Je fais une première alternance en marketing digital dans un groupe pharma. Et ensuite, je suis passé 1 an et demi dans une boîte qui vendait du SaaS dans l'expérience client. Alors, c'était une bonne expérience. Maintenant, je suis parti puisque je n'avais pas forcément le pouvoir de décision que je voulais, hein. Forcément, quand on est junior, c'est pas forcément évident. Et puis, je pouvais pas toucher à j'aurais voulu toucher à plein de choses et c'était assez limité de ce côté-là. Par contre, le côté positif de cette expérience, c'est que j'ai mis un premier pas dans le marketing automation avec un outil qui s'appelle Pardot, qui est grosso modo, pour faire simple, le HubSpot de Salesforce. Depuis, j'en suis jamais sorti puisqu'encore aujourd'hui, je fais beaucoup de marketing automation. C'est un peu, si on part sur un axe T-shape avec plusieurs compétences et une compétence un peu plus développée, la brique marketing automation, c'est vraiment une des briques sur lesquelles je bosse le plus au quotidien. Ok, super. Est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui, maintenant que tu es freelance, toi, comment tu fais pour trouver tes clients? Ouais, bah ça, je peux te le dire très clairement. La première chose, c'est les plateformes de freelance. Moi, j'ai aucun complexe là-dessus. C'est quelque chose qui fait débat, beaucoup de débats. Je pense qu'il y a plateforme de freelance et plateforme de freelance. Il y a certaines plateformes, effectivement, sur lesquelles je vais jamais travailler, du type Fiverr, 5euros.com, parce que selon moi, c'est des plateformes qui tirent les prix vers le bas, très fortement vers le bas, et qui ne vont pas mettre en avant le freelance et ses vraies compétences. Maintenant, à côté de ça, il y a d'autres plateformes comme Malte et Crème de la Crème sur lesquelles je me retrouve beaucoup plus, avec lesquelles je bosse un peu moins aujourd'hui, mais qui, au début, m'ont beaucoup aidé quand je me suis lancé en 2018. Donc ça, on va dire que ça représente à peu près 40% de mes clients, c'est via ce genre de plateforme. Je pense qu'il y a encore un 40%, c'est du réseau. C'est d'autres freelances qui, quand ils n'ont pas la bande passante pour faire passer des missions, ils m'en parlent. Et moi, si ça m'intéresse, si je peux absorber, je prends la mission. Ça peut être d'anciens clients avec lesquels j'ai déjà bossé, qui me recommandent à d'autres personnes.
Ça m'est déjà arrivé également. Donc ouais, le réseau, super important. Et la troisième brique qui du coup représente 20 si je dis pas de bêtises, c'est LinkedIn. Ouais, j'ai des leads qui arrivent par LinkedIn, des gens qui viennent spontanément me voir. Alors très souvent, on va pas se mentir, c'est pour des offres en CDI. Maintenant, il y a aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois aussi d'avoir des propositions pour des missions en freelance. Et quand bien même je reçois des offres pour du CDI, si c'est intéressant, je demande toujours si éventuellement c'est quelque chose qui pourrait passer en freelance. Ça Donc t'est voilà, déjà arrivé de transformer une demande CDI en freelance? non, ça m'est pas arrivé. Je demande toujours, tu vois, par curiosité. Généralement, maintenant, les gens qui viennent te solliciter, c'est rarement le manager, le N+1 en direct. Généralement, c'est des cabinets de recrutement, voilà, c'est des chasseurs de tête. Ils ne peuvent pas réellement modeler le besoin, si tu veux. Eux, le client leur demande un CDI, ils vont aller chercher du CDI. Maintenant, c'est vrai que ce serait quelque chose à creuser. Je pense que ça peut être intéressant, mais c'est plus intéressant de le faire, je pense, si c'est directement le potentiel manager qui vient de solliciter. Donc, pour toi, en termes d'acquisition, Malte et crème de la crème, beaucoup plus intéressant que LinkedIn. En termes de volume de chiffre d'affaires, ouais. Volume de chiffre d'affaires, volume de clients, ouais. C'est des plateformes sur lesquelles, enfin, je parle tout particulièrement pour Malte, il faut réellement se faire une place. Il y a une question d'algo, il y a une question de jouer le jeu, parce que forcément, hein, leur business model, il est simple. Ils prennent une com sur les missions que tu réalises. Donc, plus tu réalises de chiffres, plus ils ont intérêt à te mettre en avant. Donc, l'idée, c'est de jouer le jeu, pas trop court-circuiter les plateformes. Si tu as un client qui vient de Malte, j'essaie de le laisser un maximum sur Malte. Et derrière, ouais, ça m'attire des leads assez intéressants. J'ai récupéré des missions assez intéressantes là-dessus. Et puis moi, j'aime bien la vision des choses de Malte par rapport aux freelances. Je trouve qu'elle ne dessert pas les freelances, à contrario de, je te dis, certaines plateformes Fiverr, 5euros.com, qui pour le coup sont très, très cheap. Sur Malte, j'ai l'impression de ma fenêtre qu'il y a, on va dire, 10-20% des freelances qui raflent 80 ou 90% C'est ça, des ouais. missions. Je me trompe? Non, c'est complètement ça. Après, il y a eu une grosse explosion du nombre de freelances sur Malte. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Moi, je me suis inscrit sur Malte à la base, c'était il y a un moment, je crois que c'était fin 2017. Alors, en réalité, j'étais encore en CDI et j'ai commencé le freelancing en parallèle de mon CDI pendant 3-4 mois pour voir si ça pouvait se transformer en une activité viable sur laquelle je pouvais bosser à plein temps. Et oui, ça s'appelait pas encore mal. J'ai plus en tête le nom. Je crois que c'était Upwork ou Upwork. Et puis, il y a eu un problème dû au fait qu'il y avait une plateforme qui a le même nom aux États-Unis. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup moins de freelance, il y avait quand même beaucoup moins de concurrence. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus de concurrence, c'est plus difficile de tirer son épingle du jeu. Et puis, le danger qu'il peut y avoir à ça potentiellement, parce que bon, forcément, il n'y a pas que des côtés positifs, c'est que les freelances qui arrivent, la solution qu'ils peuvent avoir pour se démarquer, concrètement, c'est de tirer les TJM vers le bas, ce qui va au final desservir tout le monde. Donc, il y a forcément un petit peu cet effet pervers aussi, je pense. Qu'est-ce qui fait que Malte va mettre Florian en avant plutôt qu'un autre? Ouais, ouais, très clairement, il y a des critères qui te donnent dès le départ, hein. C'est-à-dire les notes que tu as sur tes missions. Forcément, ils veulent des freelances dont les clients sont satisfaits. Le fait que tu remplisses aussi toutes les informations, notamment sur tout ce qui est documents administratifs, ils veulent que ce soit à jour. Maintenant, la plus grosse partie, ça, ils te le diront peut-être un peu moins, mais ce sera peut-être un peu moins explicite, mais c'est combien tu leur rapportes. C'est clair que le freelance qui leur rapporte, je vais te dire une bêtise, mais 10 000 euros par an en commission, ils vont plus le mettre en avant que le mec qui rapporte 50 euros par an. Forcément, ça me semble assez évident. Donc, c'est pour ça qu'au départ, tu arrives sur la plateforme, tu n'as pas encore à réaliser de mission via Malte, tu leur as pas encore apporté du chiffre, donc c'est un peu plus dur de se démarquer, ouais, c'est sûr. J'ai déjà rencontré des freelances qui mènent leurs propres clients sur Malte, qui payent la Ouais, commission à Malte juste pour faire plaisir à ouais, l'algorithme. ouais, c'est vrai. Bah, d'un côté, c'est un peu triste, c'est vrai, d'en arriver là. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont un système où quand tu amènes un client sur Malte, tu as des frais qui sont très réduits. Je crois que c'est du 5% hors taxe, donc ça fait du 6% de TTC. Je pense pas que ce soit une mauvaise stratégie, hein, pour autant, parce que c'est vrai que ça peut faire jouer l'algo en ta faveur. Maintenant, pour revenir un peu sur le point de ces plateformes de freelance, c'est toujours la même chose. Ça peut être une bonne chose. Maintenant, il faut éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier et de miser uniquement là-dessus comme canal d'acquisition. Si vraiment c'est ton seul canal d'acquisition,
Ah, c'est dangereux, hein. C'est comme en growth, si tu mises tout sur du Facebook Ads et qu'un jour, Facebook décide de changer l'algo et puis pour une raison X ou Y, ça marche plus, ce que tu voulais faire ne fonctionne plus. Bah, Malte, c'est pareil. Si du jour au lendemain, je sais pas, tu t'engueules avec un client, il te détruit sur ta notation. Derrière, Malte décide de plus mettre ton profil en avant aussi bien qu'il le faisait avant. C'est dangereux pour toi, forcément. Donc, c'est toujours la même chose. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Maintenant, moi, je pense que, enfin, en tout cas, ça a été mon cas. Ça apporte de réelles opportunités. Ouais. Est-ce qu'il y a un ou des missions qui reviennent plus souvent que les autres quand on te contacte sur Malte? Une ou plusieurs missions qui reviennent plus souvent que les autres. Ces derniers temps, enfin, parce que j'ai pu observer, hein, ces derniers mois, il y a beaucoup de demandes sur du cold emailing, aller scraper des bases et aller les adresser via du cold emailing. Ça, ouais, c'est une demande qui revient beaucoup ces derniers mois. Maintenant, sinon, l'autre gros type de demande que j'ai, c'est le client qui a un besoin, par exemple, un besoin en acquisition. Maintenant, il n'a pas forcément défini les canaux qu'il veut utiliser. Il part du besoin et à moi de lui faire une proposition en termes de canaux à utiliser, de leviers à activer. On est sur des missions un peu plus généralistes où là, je vais être un peu plus touche à tout et je vais pouvoir plutôt m'éclater à tester plus de choses. L'autre besoin qui revient vraiment ces derniers temps, c'est sur du cold emailing. Et il y a un peu d'éducation à faire là-dessus, sur cette partie, parce que souvent, tu te retrouves avec des gens qui veulent faire du cold emailing et envoyer 500 emails par jour pendant 3 mois. Forcément, c'est pas non plus l'objectif. Donc, tu as une petite partie évangélisation là-dessus. Mais ouais, moi, c'est ce que j'ai pu observer en tout cas. Donc, des boîtes qui ont des clients pros et qui te disent va me chercher des emails et crée-moi des séquences emails, c'est ça? Ouais, exactement. Va chercher des emails, les bons emails des bonnes personnes, va les adresser et essaye de générer une conversation. Souvent, l'objectif, ça reste d'avoir un entretien téléphonique avec un sales ou un SDR. C'est très souvent ça l'objectif. Donc, imaginons, est-ce que le scénario que je vais présenter, il correspond un petit peu au type de mission que tu peux avoir sur Malte? J'ai créé un SaaS pour les cabinets d'expertise comptable et je viens voir Florian et je lui dis, Florian, trouve-moi tous les emails de tous les comptables de France, envoie-moi des emails, je veux des rendez-vous pour des personnes à qui je vais faire une démo de mon SaaS. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Ça peut typiquement être le cas de figure. Et qu'est-ce que tu réponds à Jean-Bernard qui te dit, j'ai un SaaS comptable, va me chercher des rendez-vous? Déjà, je vais essayer d'affiner un petit peu sa cible, hein, parce que là, si on part sur tous les comptables de France, il y a peut-être un tri à faire en amont, une segmentation, voir si éventuellement, je sais pas, il y a différents types de comptables. Est-ce qu'il y a peut-être une zone géographique qui serait plus pertinente qu'une autre? Est-ce que par exemple son SaaS, il est plus adapté pour les cabinets qui comptent plus de 50 personnes, plus de 100 personnes, ou alors est-ce que l'expert comptable indépendant il va s'y retrouver aussi dessus? Ça, c'est la première partie segmentation. Sur la deuxième, effectivement, je vais travailler avec lui la séquence pour avoir quelque chose de réellement différenciant. Souvent aussi, le problème que je peux rencontrer sur ce type de mission, c'est que les gens sont plus habitués à faire de l'email marketing que du cold emailing. Et ils reprennent un peu les codes de l'email marketing dans le cold emailing. Et moi-même, hein, je suis tombé un peu dans ces travers quand j'ai commencé. Et tu te retrouves avec des emails de prospection ultra agressifs où c'est je. Et à aucun moment, tu t'intéresses réellement au prospect, à ce qu'il fait. Donc là, tu peux être sûr que forcément, tu vas avoir des résultats assez catastrophiques. Donc, il y a aussi une sensibilisation là-dessus sur le message, sur, dans un premier temps, s'intéresser, donner si c'est possible aussi, c'est l'idéal. Et puis derrière, lancer plus opérationnellement les choses. Alors, du coup, concrètement, comment ça s'articule? Tu vas imaginer une stratégie et la proposer à ton client avec un chiffrage, ou la stratégie, tu la réfléchis une fois que tu as démarré la mission? Mon chiffrage, je le fais avant. Tout le travail de stratégie, de réflexion, etc., ça se fait quand la mission elle est signée. Moi, entre guillemets, je perds pas de temps à réfléchir plus que ça aux stratégies tant que la mission elle est pas signée. Moi, généralement, comment ça se passe quand un client me contacte? Le client me contacte, il me donne plus ou moins d'informations. Il y a des gens qui vont te faire un brief très complet, il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un peu plus d'aide pour affiner leurs besoins.
surtout si la personne n'est pas très marketing à la base. Suite à ça, si je vois que potentiellement ça peut m'intéresser et que je peux répondre aux besoins, hein, surtout parce que ça arrive qu'on me contacte pour des choses sur lesquelles j'ai pas des compétences très poussées. Typiquement sur du SEO, je mets de côté ces missions parce que je ne suis pas la personne la plus expérimentée là-dessus. Mais si je peux répondre aux besoins, je propose alors un entretien téléphonique qui va durer grosso modo 30 minutes, où j'affine, où je suis sûr qu'on est en phase sur les besoins, qu'on est aligné. Derrière ça, on voit du devis. Et puis, voilà, quand tout est validé, on commence la mission. Et là seulement, on va réfléchir à ce que je viens de te dire tout à l'heure, c'est-à-dire quel persona on va aller cibler, comment on va récupérer l'information et quel message on va délivrer. Donc après, une fois que tu as démarré ta mission, je suppose que tu as une première partie de découverte un petit peu de l'offre et de l'audience cible. Ouais, complètement, ouais. Alors, ça, il y a certaines entreprises qui ont super bien bossé, qui ont des marketing decks, des sales decks, qui sont très complets, très fournis et sur lesquels tu peux te baser, pour commencer. Ça, c'est le cas de figure, entre guillemets «idéal» puisque, voilà, a priori, tu as toutes les informations dont tu as besoin. Le second cas de figure, bah, c'est la boîte, comme c'est souvent le cas aussi, c'est la boîte qui démarre, qui n'a pas forcément encore signé ses premiers clients, qui aussi pour ça fait appel à toi, et qui a un peu moins réfléchi à ses personas, à ses propositions de valeur, à ses éléments de différenciation. Et à ce moment-là, il y a un peu plus de boulot. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que tu vas plus échanger avec les différentes personnes de l'entreprise pour essayer de mieux comprendre l'offre, mieux comprendre la cible. C'est à toi aussi de faire ce travail, de savoir poser les bonnes questions, d'échanger, d'avoir un peu un œil neuf. Parce que très souvent, on travaille avec des gens qui sont convaincus, tu vois, leur produit, c'est leur bébé. Ça fait des mois, des fois des années qu'ils bossent dessus et ils sont convaincus que ça répond forcément à un besoin, que ça va cartonner, etc. Et ton job, c'est aussi de savoir leur faire prendre un peu de recul là-dessus et de les amener à se poser les bonnes questions. OK. Et toujours dans mon cas de figure où j'ai un SaaS pour aller cibler les experts comptables, allez, on va dire que tu m'as vendu une prestation où tu m'as vendu du cold emailing. Donc, tu vas aller me chercher les emails, cold emailing. Tu me crées une landing. Tu fais ce genre de prestation Ouais, complètement. Ouais. pour aller transformer le lead froid en lead chaud qui sort d'une landing avec pourquoi pas un rendez-vous Calendly pour une démo pour que je présente le SaaS à mon client. Ça colle avec le type de mission que tu fais. Tu veux dire le fait d'ajouter une landing page dans la séquence et de la connecter à un Calendly et puis de faire en sorte que ça soit attribué à la bonne personne en interne. Ouais, par exemple, ou une seule personne en interne qui fait les démos du SaaS et toi, ton but, c'est de m'alimenter ça pour me générer des démos Ouais, d'experts comptables. ouais, complètement. C'est complètement le genre de mission que je peux faire. Sur la création de la landing page, je peux être amené à faire ça aussi. Et puis de la connecter ensuite aux outils nécessaires. Comme je te le disais, moi, je bosse beaucoup avec HubSpot. Donc souvent, ça va être un calendrier HubSpot qui va être affiché en thank you page d'une landing page. Et puis, bam, tu peux booker un rendez-vous avec ton sales. Ouais, c'est Donc, complètement si ça. on parle d'outils, du coup, une boîte en général, tu vas faire quoi? Tu vas essayer de l'amener sur un écosystème HubSpot? Ça dépend de son stade de maturité. C'est rare que j'amène de moi-même une boîte sur HubSpot. HubSpot a quand même un coût assez élevé, même si tu as des réductions. J'ai plus les critères exacts en tête, hein, mais tu peux avoir 90% de réduction avec le startup plan. Ouais. Mais sinon, mis à part ça, c'est un coût assez élevé. Donc tout dépend de la maturité de la boîte. Si c'est une boîte assez mature, ce qui se passe, c'est que généralement, elle a déjà un CRM en place. Si c'est HubSpot, c'est super pour moi puisque j'ai l'habitude de bosser avec HubSpot. Maintenant, si la boîte n'a rien, je vais essayer de les amener dans cette réflexion. Ce serait bien effectivement d'avoir un CRM. Mais j'ai quand même très rarement le cas de figure où la boîte n'a pas de CRM et puis bosse, je sais pas, avec un Excel à l'ancienne qui est mis à jour manuellement. Moi, j'ai rarement vu le cas de figure. J'ai beaucoup entendu dire que ça arrivait beaucoup, peut-être un peu plus il y a quelques années, mais moi, très honnêtement, là-dessus, j'ai pas réellement de problématique. Et si je bosse avec HubSpot, généralement, c'est que le client l'a déjà implémenté, mais que par contre, en revanche, ne l'exploite peut-être pas très bien, tu vois. Peut-être qu'il y a les équipes marketing qui bossent sur HubSpot, mais derrière, tu as les sales qui bossent sur Salesforce et chacun fait son truc un peu de son côté. C'est pas forcément très coordonné. Les leads du marketing, ils n'arrivent pas aux bonnes personnes chez les sales.
Ça peut être un autre cas de figure de mission, c'est de faire en sorte d'aligner les équipes marketing et sales sur un CRM. Tu utilises quoi comme outil pour aller scraper du coup des experts comptables? Moi, j'ai une stack très classique là-dessus, où ça va être du Sales Navigator, Phantom Buster, Drop Contact. J'utilise un peu moins d'autres outils comme la Growth Machine ou autres. Mais généralement, avec la stack que je viens de te citer, j'arrive à faire à peu près ce que je veux. Quatrième outil qu'on peut ajouter, que j'utilise beaucoup moins ces derniers temps et que j'utilisais avant, c'est des outils de vérification d'email comme Neverbounce ou ZeroBounce pour améliorer ma délivrabilité. Aujourd'hui, je suis assez satisfait de ce que procure Drop Contact. Je crois qu'il y a eu quand même pas mal de progrès là-dessus ces derniers temps et ça m'arrive encore de les vérifier, mais c'est de plus en plus rare. Donc, cette quatrième étape de vérification d'email, je la fais de moins en moins. Et derrière, les emails, tu les fais partir avec l'Emlist? Ouais, je les fais partir avec Lemlist. Il y a d'autres outils pour ça. Là, je teste un autre outil qui s'appelle Woodpecker, qui est un Lemlist-like. Ouais. Mais sinon, c'est du Lemlist et dans certains cas très, très, très particuliers, éventuellement HubSpot, qui n'est pas du tout un outil de cold emailing, mais qui peut s'improviser en outil de cold emailing sur la brique Sales, où tu construis des séquences d'emails qui sont envoyées depuis les adresses des commerciaux. Mais c'est vraiment pas l'idéal. Déjà, pour l'analyse, elle se fait différemment. Tu vas forcément avoir ton lien de désabonnement, donc tu arrives un peu avec tes gros souliers. Pour résumer, à 95% du temps, ça va être un Lemlist. Ouais. Ça va être un Lemlist. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller voir un petit peu ce que fait Woodpecker? Très honnêtement, là, j'ai un cas de figure avec un client qui, pour le coup, est une agence. Pourquoi Woodpecker et pas Lemlist? Parce que Lemlist est assez… Si tu veux, si tu es aujourd'hui une agence et que tu gères plusieurs clients, ce qui va se passer avec Lemlist, tu vas devoir, grosso modo, créer un compte pour chaque client. Alors que Woodpecker, tu peux avoir cette granularité et au sein d'un même compte, gérer plusieurs clients avec plusieurs briques bien segmentées les unes des autres. Donc, c'est la seule chose. Mais mis à part ça, moi, je suis très satisfait de l'Emlist, qui est quand même, faut dire ce qui est assez facile à prendre en main, et la petite brique gamification là, qui a été rajoutée il y a quelques temps, là, qui te permet d'avoir des badges en fonction de tes résultats. À quelqu'un qui veut se lancer dans le cold emailing, je conseillerais de passer par l'Emlist parce qu'il y a vraiment tout ce qui est nécessaire et c'est assez simple à prendre en main. Et comment tu gères derrière tes séquences? C'est toi qui fais le copywriting des emails? Ouais, généralement, ce qui va se passer, comme je te le disais, le client va me donner les informations sur sa proposition de valeur, sur ce qu'il cible, etc. On va affiner. Derrière, je vais lui faire un premier jet sur une séquence. Très souvent, je travaille sur des séquences de 3 emails. Je vais lui faire cette proposition et derrière, lui-même va faire ses petites corrections. Alors, j'essaie qu'il en fasse le moins possible, bien sûr, c'est le but du jeu. Mais voilà, on va affiner comme ça au fur et à mesure. Et l'idée, c'est justement quand ton client repasse un peu sur son email pour voir s'il est bien aligné sur la proposition de valeur, etc., qu'il essaye de ne pas tout casser pour te le transformer en un email marketing ultra bourrin. Ça, c'est un peu le problème qui peut arriver. Mais voilà, pour résumer, je fais une première proposition, le client regarde, on en parle et derrière, on a notre VDF. Et tu fais plusieurs variations ou des A/B testing ou tu envoies qu'une seule séquence en général? Ouais, alors moi, je fais de l'A/B testing sur le premier email. Généralement, c'est là-dessus que je fais mon A/B test. Je ne fais pas 2 emails complètement différents. Je préfère tester sur un petit truc. Tu vois, peut-être que ça va être une phrase seulement qui va changer. Comme ça, je peux réellement me dire, OK, c'est grâce à ça que cet email a mieux performé que l'autre. Tandis que si je pars sur 2 emails complètement différents, ça va être difficile, tu vois. Peut-être que je me dis, ah bah tiens, là, j'ai mis cette proposition de valeur et l'autre, c'était pas cette proposition de valeur, mais il y en a un où j'ai mis tel objet, l'autre, c'était pas tel objet. Et finalement, l'A/B test, plus c'est simple, plus c'est facile à analyser et plus tu peux en tirer des choses intéressantes. Donc, j'essaie de vraiment tester sur peu de choses. Et sinon, je teste beaucoup sur les objets de mail. Après, la délivrabilité, l'autre sujet, quand même, c'est l'objet pour ton taux d'ouverture. Donc, voilà, moi, là-dessus, généralement, sur les objets, vraiment, enfin, moi, je ne sais pas ce que tu as pu observer, mais moi, ce que j'observe, c'est que plus c'est simple, plus ça marche. J'essaie de pas trop en faire. S'il y a de la personnalisation dans l'objet, c'est de la personnalisation très simple. Peut-être, tu vois, que je vais utiliser un token avec le nom de l'entreprise, mais c'est tout. Généralement, ça va pas plus loin.
j'ai observé que des fois, des objets de mail tout simples, je sais pas, je vais te dire une bêtise, mais proposition partenariat ou proposition échange, vraiment des trucs tout bêtes auxquels tu réfléchis pas vraiment. Finalement, ça vient assez naturellement. Je vais avoir des meilleurs résultats que des objets sur lesquels tu t'es creusé la tête pour utiliser des variables de personnalisation, etc. Il y a une Maintenant, nouvelle je trouve que tendance en ce moment là où c'est d'essayer d'envoyer sans objet. Je sais pas si tu as déjà testé. non, j'ai jamais, j'ai jamais testé, mais j'ai déjà reçu par contre des mails comme ça et je les ai ouverts, donc j'imagine que ça doit marcher. Ouais, non, j'ai jamais testé, donc je peux pas t'en dire là-dessus, mais bon, en tout cas, c'est clair que c'est dans ta boîte de réception, ça va tout de suite attirer ton attention et tu vas être curieux. Donc, ouais, je pense que ça peut être un bon point. Maintenant, derrière, il faut que le message il soit intéressant, hein, parce que le but, c'est quand Ouais, même ben, pas. pour le taux d'ouverture, le sans objet ou le re deux points et rien du tout, en général, Ouais, le re fonctionne bien. Et sur l'emlist, donc si on complète pas l'objet du second mail, il va automatiquement rajouter un re et prendre l'objet du précédent mail. Généralement, il y a des taux d'ouverture pas mal là-dessus parce que du coup, forcément, la personne a l'impression que c'est une conversation suivie auquel potentiellement elle a déjà répondu et ça attire plus l'attention avec un re. Et après, il y a aussi ceux qui te mettent des re dès le premier objet du mail. Ça, moi, je suis pas super fan parce que c'est, ouais, effectivement, tu vas avoir des taux d'ouverture peut-être plus intéressants, mais après, tu vas entre guillemets un peu trahir la personne et c'est pas sûr qu'elle sera super attentive à ton message. Mais ouais, il y a un sujet là-dessus. ok. Pour l'automation LinkedIn, du coup, tu as dit que tu utilisais pas mal. Ouais, l'automation LinkedIn, tu veux savoir quel genre d'outil j'utilise? Ouais, tu utilises quoi? Alors, j'utilisais Prospecting, du coup, qui s'est transformé en Wallaxy et que j'ai pas eu encore l'occasion de tester. Mais ouais, très souvent du prospecting. Et encore avant, j'utilisais LinkedIn Helper, qui, je crois, s'est beaucoup transformé. Je ne suis pas retourné voir, parce qu'il y a eu un moment où LinkedIn Helper était repéré trop facilement par LinkedIn et du coup, que tu te prenais des avertissements tout le temps et tu devais vérifier Bah, ils se sont fait les ban permis. hein, et maintenant il s'appelle LinkedIn Helper 2. Ok, et c'est toujours sous la forme d'une extension Chrome ou c'est... Il me semble que oui. Maintenant, moi, je suis passé à Wallaxy. Ouais, Et puis maintenant, il y a l'automation LinkedIn qui est intégré dans l'Emlist. pareil, j'ai pas testé cette brique de l'Emlist, mais Et Wallaxy a intégré le cold mail. Donc, en fait, maintenant, ouais, dans ouais, l'Emlist, tu peux faire de l'automation LinkedIn et dans Wallaxy, tu peux faire du cold emailing. bah, c'est un peu la tendance qu'on voit. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression que les outils se transforment beaucoup en couteau suisse où tu peux tout faire, cold emailing, scrapping, prospection LinkedIn, tout au sein du même outil, un peu en mode la growth machine. Je pense que c'est un peu ça qui a lancé cette tendance, entre guillemets, parce que je pense pas que ce soit une tendance, mais qui a lancé ce concept. La Growth Machine, tu as déjà utilisé? Non, j'utilise pas la growth machine. Parce qu'eux, ils partent du scrapping jusqu'au cold. J'ai pas testé, hein, donc je peux pas t'en dire beaucoup plus, mais tu peux tout faire sur la growth machine. Et l'intérêt, le gros intérêt que je vois moi dans ces outils-là, c'est de gérer multicanal et de pas solliciter un prospect sur LinkedIn en mode premier message de découverte, alors que tu lui as déjà envoyé 15 mails sur l'emlist. Hmm. Sur la partie scrapping, je t'avoue que j'en suis pas certain, donc c'est vraiment à prendre avec des grosses pincettes. Mais en tout cas, tu as ce côté multicanal et qui est pour moi le truc super intéressant, quoi. Plutôt que de gérer ça avec des Google Sheets dans lesquels tu dois trier, faire un onglet pour ceux que tu adresses sur LinkedIn, un autre que ceux que tu vas adresser en cold emailing, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir tout au sein de la même interface. Ouais, ben en fait, tu récupères un export d'une recherche LinkedIn ou Sales Navigator, ça reste du scrapping puisque tu l'exportes et tu le formates pour l'intégrer dans la plateforme. Donc, c'est quand même, au final, maintenant, j'ai l'impression assez proche de ce que propose aujourd'hui Wallaxy, puisque d'une recherche LinkedIn ou d'une recherche Sales Nav, tu peux maintenant créer des séquences en mélangeant vue de profil, ajout de profil, demande de connexion. Tu peux même envoyer un email avant pour forcer la demande de connexion, envoyer un email quand la personne a commenté un post, ce genre de choses. Donc, ça commence à être vraiment Ouais, très complet. ouais, c'est toute la puissance du truc. Ouais, je t'avoue que j'ai très envie de tester. Là, pour l'instant, j'ai pas eu encore l'occasion de le faire, mais ça va venir. Ouais. Donc, toi, en ce moment, c'est à fond cold mail, scrapping et cold mail.
Ouais, alors pas mal de call mail et pas mal quand même, comme je te le disais tout à l'heure, c'est que je bosse beaucoup avec HubSpot et pas mal de paramétrage HubSpot, pas mal de construction de workflow d'email. La personne va recevoir tel ou tel email suivant son stade de maturité et paramétrage pour que les bons leads arrivent aux bons commerciaux. J'ai regardé ton profil Malte. Tu as Ah, mis des captures que j'ai trouvé super intéressantes sur des anciens projets oula, ok. avec des coûts d'acquisition qui sont Ouais. assez bas. Est-ce que tu as toi aussi le problème que beaucoup rencontrent aujourd'hui? Est-ce que tes coûts d'acquisition ont explosé par rapport à ce que tu arrivais à faire il y a 1 an, il y a 2 ans? Oui, clairement. On peut prendre les choses séparément, mais sur Facebook, je l'ai beaucoup vu. En fait, tu le vois dès le coût par clic. Et donc, forcément, c'est un coût par clic plus élevé, ça va impacter forcément ton coût par acquisition. Mais oui, je l'ai vu beaucoup sur Facebook. Après, du Facebook Ads, j'en fais beaucoup moins. Si tu veux, j'en ai fait beaucoup moins à partir de la mise à jour iOS 14 et tout ce que ça a impacté sur Facebook. Mais par contre, je l'ai vu aussi sur LinkedIn. Bon, après, LinkedIn, de base, elle est réputée pour être assez chère. J'ai eu les mêmes observations en termes de coût par clic sur LinkedIn qui était déjà cher, mais qui a réellement explosé. Ouais. Du coup, quand tu as fait du LinkedIn, j'ai jamais fait de LinkedIn Ads. Ouais. Grosso modo, LinkedIn, que ce soit B2B ou B2C, on va pas se mentir, tu vas faire beaucoup de awareness. C'est-à-dire que tu vas pas forcément chercher à dégager un ROI, mais tu vas aussi faire de l'awareness. Donc, si tu es une marque B2C qui est, je sais pas, peut-être une marque un peu premium, euh, qui, dont la cible est présente sur LinkedIn, ça peut être pertinent de le faire. Maintenant, faut être bien conscient que tu vas le faire pour de l'awareness et que tu vas en termes de renta, ça va être très très difficile de s'y retrouver sur LinkedIn avec des coûts par clic qui peuvent être de 5 euros ou plus. Ça va être très compliqué. Tu as des marques qui viennent te voir en te disant voilà, on a Oui. tel budget, on veut de l'awareness, on veut pas de ROI. Ça existe encore ça? Non, moi je le fais pas. Moi sur du B2C, comme je te le disais, moi déjà de base, peu importe de quelle mission on me parle, je travaille très peu sur du B2C et c'est pas sur du B2C, LinkedIn est loin d'être la première plateforme que je vais recommander. Et j'ai pas eu le cas de figure dont tu viens de parler, où j'ai une marque qui veut faire de l'awareness sur LinkedIn. Et c'est pas forcément en plus le genre de choses qui va m'intéresser parce que c'est pas très challengeant finalement juste de l'awareness. Bon, tu vas mesurer sur le reach et l'engagement à la limite, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Non, moi sur LinkedIn, le cas de figure que je vais avoir le plus souvent, que j'ai le plus souvent traité, c'est le lead magnet. Une marque B2B qui veut faire de l'acquisition, qui va aller chercher ses leads via un lead magnet. Je sais pas, moi, je te dis n'importe quoi, mais c'est ce qui revient le plus souvent, c'est par exemple le livre blanc. Et qui va faire de la publicité LinkedIn sur ce livre blanc. Donc derrière, tu utilises le form intégré de LinkedIn que tu vas connecter à ton CRM pour que les leads arrivent directement dans le CRM. Quand même, j'ai l'impression de moins en moins d'entreprises qui cherchent à faire ça, parce que là, de plus en plus, tout le monde se tourne un peu vers l'ABM et arrête de remplir le pipe sales d'énormément de leads alors qu'ils sont pas forcément très qualifiés et préfèrent aller chercher directement les bonnes personnes. Ouais, je me suis un peu éparpillé, mais du coup, pour te répondre là-dessus, cas de figure B2C, très rare sur LinkedIn. Cas de figure B2B, pertinent. Si tu veux faire rentrer un contact dans ton pipe, maintenant, tu vas quand même rarement lui vendre directement. Le cas de figure où tu vas pousser une landing page, tu vends directement ton produit. Via LinkedIn, ça va être compliqué d'avoir une rentabilité là-dessus. Parce que soit tu as un produit qui est très cher, avec des cycles de vente qui sont longs, 6 mois ou plus. À ce moment-là, c'est intéressant de le faire rentrer dans ton pipe, mais d'ailleurs, tu vas avoir plein d'autres actions marketing et sales pour le travailler et le faire signer. Tu peux t'y retrouver niveau renta. Maintenant, si derrière, tu vends un produit, je te dis n'importe quoi, mais un produit à 20 euros par mois, tu ne seras jamais rentable en le poussant sur LinkedIn, hein, selon moi. À moins que la personne elle reste abonnée chez toi pendant 5 ans avec qu'il y ait une lifetime value de fou. Mais sinon,
ça va être compliqué d'être rentable. Tu parles du framework R. Le framework R, du coup, ou le R ou le modèle R, selon comment on l'appelle, Mhm. c'est quelque chose que tu utilises ouvertement avec tes clients en leur parlant du R ou c'est quelque chose que tu utilises toi dans ton coin sans forcément échanger avec le client à ce sujet? Ouais, alors ça va dépendre du client. Moi, généralement, je l'utilise pour sensibiliser les clients sur un point, c'est que très souvent, les, de par ce qu'on me demande, ce que je fais, ça va être quand même très centré haut du funnel. Et c'est souvent, tu vois, la plupart des ressources qu'on voit en growth, tout ce qu'on voit en growth, c'est quand même très très souvent centré sur l'acquisition. Et je trouve que c'est dommage parce que tu peux très vite te retrouver dans le cas de figure où tu passes ton temps à abreuver ton CRM et tes sales de nouveaux contacts, alors que derrière, il ne se passe rien avec ces contacts, que les personnes qui ont déjà été signées vont pas forcément rester sur ton produit. Donc, tu vas finalement remplir un panier percé. Donc, j'essaye d'intervenir et d'avoir un œil sur la totalité du framework. Maintenant, c'est vrai que je veux plutôt quand même intervenir généralement sur le haut du funnel. Et le cas de figure idéal, c'est quand tu peux travailler main dans la main avec les équipes produits. C'est quand même, pour moi, le Graal, parce que je pense que le growth, c'est pas qu'une affaire de marketing, c'est aussi une affaire de produit. À un moment, évidemment que si ton produit n'a pas trouvé son product market fit, s'il ne répond pas à un vrai besoin, évidemment que ça va être compliqué de faire payer tes utilisateurs et de les faire rester sur ton produit. Donc l'idéal, c'est quand tu peux bosser par exemple sur l'onboarding sur un produit. C'est typiquement le genre de choses qui va faire que si en version d'essai, ton contact il a bien été onboardé, forcément il va avoir plus de chances de rester et de payer ton produit. Voilà un peu moi comment je vois les choses. C'est qu'à un certain stade du funnel, il y a des enjeux produits qui sont beaucoup plus poussés qu'en haut du funnel. Aux États-Unis, les growth sont vraiment très orientés produits. Ouais. Est-ce que toi, ça t'arrive quand même des fois d'avoir un client qui est sensible à ça ou toi, tes clients, quand ils te contactent, ils veulent tous de l'acquisition et du rendez-vous? Ouais, j'ai des clients qui peuvent être, qui peuvent du moins me laisser donner mon avis, le prendre en compte ou pas, mais plutôt sur les parties produits. Généralement, c'est le genre de choses aussi qui se passe quand tu bosses avec un client à plus long terme, où tu vas avoir, voilà, forcément, tu vas pas avoir la même relation, tu vas avoir plus de confiance, et à ce moment-là, tu pourras avoir l'occasion de bosser davantage sur le produit, de le tester toi-même déjà aussi, même si voilà, même si t'es pas forcément dans le persona, tu vas quand même pouvoir le tester et faire des propositions peut-être en termes de produits. Donc, en général, un client de lui-même va jamais te parler produit, mais toi, quand ça fait longtemps que tu travailles avec un client qui est venu te voir à la base pour de l'acquisition, ben, si toi, tu vois des choses, tu vas pouvoir plus Ouais, un ouais, peu. c'est ça. Alors après, quand même, moi, j'essaie au maximum, dès que j'en ai l'occasion, si par exemple, je bosse avec un outil SaaS, je vais essayer d'avoir des accès sur cet outil SaaS pour le tester moi-même et voir de quoi je parle. Si tu fais du growth sur un outil que tu connais pas, dont tu corresponds pas à la cible, parfois, tu peux avoir tous les documents marketing que tu veux. Des fois, en fait, tu vas pas forcément comprendre vraiment les enjeux du produit et ça va être difficile pour toi de le marketer derrière au niveau des messages, que ce soit sur du page, que ce soit sur du cold emailing, tu vas pas forcément comprendre de quoi on parle. Donc, si je peux avoir des accès à l'outil, le tester moi-même, avoir peut-être un onboarding comme un client aurait un onboarding, c'est le cas de figure idéal. Ouais. Ok, écoute, ça nous a donné une visibilité sur ta manière de travailler, comment tu trouves tes clients, le type de prestation que tu proposes, ta vision du produit. Est-ce que tu as des choses que tu as envie d'ajouter ou des questions que tu aurais aimé que je te pose? La dernière fois, tu m'avais parlé des dernières découvertes en termes d'outils. J'ai un ou deux trucs dont on peut parler. Ben vas-y, balance-nous tes dernières découvertes en termes d'outils alors. Ouais, alors, je vais parler de deux outils. Le premier, c'est Google Data Studio. Si tu veux, moi, ce qui s'est passé, j'ai fait une formation en data en début de l'année avec Émile, que je recommande fortement parce que c'était vraiment super cool. Et dans cette formation, il y a une grosse brique Google Data Studio qui, concrètement, pour faire simple, est un outil qui te permet de faire des tableaux de bord à partir de sources de données.
Et ça, je l'utilise aujourd'hui pour faire des dashboards pour mes clients. Pour donner un cas de figure concret, j'ai un client qui organise des webinaires. Toute la data de ces webinaires aujourd'hui, elle est sur un CRM. Elle est assez peu lisible sur le CRM. Aujourd'hui, on la passe sur un Google Data Studio. L'intérêt, si tu veux, c'est que la data, elle est mise à jour en temps réel, que moi, je n'ai pas à aller mettre à jour ma data après chaque webinaire. Typiquement, les intervenants au webinaire, ils vont te demander alors combien il y a eu de personnes, combien il y a eu de personnes qui ont téléchargé le replay, etc. Et là, elles peuvent accéder à ces datas directement via Data Studio. Le gros intérêt pour un Growth Data Studio, c'est, tu vois, quand on est Growth, on parle toujours d'être data-driven, de toujours bosser avec de la donnée. Et ça, c'est un objectif à atteindre, mais des fois, c'est un peu compliqué d'être vraiment data-driven. Et je pense qu'il y a peu de personnes qui le sont vraiment à 100%. Mais en tout cas, un outil comme Google Data Studio, il permet de s'en approcher. Il n'est pas si compliqué à prendre en main. Donc, toutes les personnes qui souhaiteraient justement s'orienter plus vers de la data et prendre de meilleures décisions growth, je recommande beaucoup Google Data Studio. Et qui, au-delà de ça, pour les freelances, permet de montrer ce que tu as fait au client. Tu vois. Si le client il va te challenger sur telle ou telle métrique, eh ben, il peut suivre cette métrique en temps réel si toi, tu as paramétré ton Google Data Studio. Concrètement, si toi, tu fais du Google AdWords, tu peux faire un Google Data Studio qui va être connecté, forcément, c'est Google, donc il va y avoir une intégration native. Et le client va pouvoir suivre réellement ce que tu fais et l'atteinte des objectifs. On va prendre le niveau le plus basique que tu peux faire, mais tu vas travailler à partir d'un Google Sheet. Un Google Sheet qui est utilisé par une équipe pour suivre des réclamations, par exemple, vont suivre les réclamations via un Google Sheet, qui va être très simple à remplir pour les équipes. Toi, derrière, ton Google Data Studio, tu vas l'alimenter à partir de ce Google Sheet. Et il va se mettre à jour en temps quasi réel. Ouais, ça peut apporter une vraie valeur ajoutée pour les équipes qui peuvent suivre tout ça de manière très visuelle et très claire d'un coup d'œil sur les dashboards. Ok. Et c'est quoi ta deuxième trouvaille? Ouais, alors, deuxième outil dont je voulais parler, j'ai eu un cas de figure qui mixe un peu le côté referral et le côté acquisition. C'était un client où on voulait faire du Facebook Ads sans forcément avoir beaucoup de supports vidéo. Tu vois, on n'avait pas les supports vidéo au motion design dont on voulait. Et on voulait aussi mixer ça avec du témoignage client. On voulait du témoignage client sous forme vidéo. Et là-dessus, il y a un outil qui est Videoask, qui est un outil qui appartient à Typeform, et où très concrètement, tu poses tes questions et les personnes peuvent y répondre en vidéo directement, enregistrées soit depuis leur téléphone, soit via la webcam de l'ordinateur. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que tu obtiens des témoignages. Tu as un peu ce côté amateur qui est du coup beaucoup plus rassurant, je trouve, pour tes prospects, puisque ça semble quand même plus réaliste qu'une vidéo que tu auras fait dans un studio avec des équipes de vidéastes, etc., où ça va tout de suite sonner très marketing. Là, tu as ce côté un peu amateur. Et des fois, moi, dans mes actions growth, j'aime bien entretenir un peu ce côté amateur, parce que je sais pas, je trouve ça plus rassurant et puis plus réaliste pour ta cible. Et Videoask permet de faire ça parfaitement. Déjà, Typeform est très simple. Je pense que maintenant tout le monde connaît Typeform. Videoask a gardé tout ce côté simplicité. Derrière, tu peux avoir des témoignages sympas. Maintenant, c'est vrai que c'est plus compliqué pour les gens de se filmer. Tout le monde ne veut pas forcément se filmer. Tout le monde ne veut pas forcément. C'est ce Surtout que si j'allais te poser comme question. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas de friction? Comment ça s'est passé? Ils ont joué le jeu, les clients? les personnes à qui on a envoyé le questionnaire. Yes. Ouais, alors ce qu'on avait fait, c'est que si tu veux, on était bien conscient de ce que je t'ai dit là, du fait que c'est plus compliqué pour les gens de se filmer. Il y avait une sorte de récompense, si tu veux. Je n'ai plus en tête ce que c'était, mais je crois que c'était peut-être que c'était sur un outil payant par abonnement. Je crois que si tu t'envoyais un témoignage, peut-être que tu avais un mois gratuit, ou tu vois, il y avait un incentive Petit en fait. incentive, quoi. Ouais, exactement. Donc, ouais, il faut rajouter ça. Mais après, d'un autre côté, si tu fais un Typeform questionnaire, généralement, tu as besoin d'un peu de volume puisque tu veux en faire des statistiques. Là, tu ne cherches pas du tout à faire des statistiques. Là, tu cherches à avoir un rendu vidéo. Donc, si tu veux, à partir du moment où tu as 5-6 vidéos, généralement, tu as ce qu'il te faut pour bosser derrière. Là, le cas de figure dont je te parlais, c'était pour faire du Facebook Ad.
tu as ce qu'il te faut, donc tu n'as pas un besoin d'avoir non plus 500 réponses. Ouais, et puis Vidéo Ask, alors il est super, c'est vraiment génial pour collecter de la vidéo, mais pas que, parce qu'en fait, Vidéo Ask, du coup, tu peux l'utiliser aussi. Toi, tu fais ta vidéo et en fait, tu peux avoir l'appel à l'action embarqué directement dans la vidéo. Et du coup, moi, je m'en sers pour générer du lead. Ok. Donc, en gros, alors soit sur des campagnes cold WhatsApp, alors, je sais que ça ne court pas les rues, mais moi, je fais ça. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. J'ai fait ça, plusieurs fois, soit sur du cold SMS, soit même sur LinkedIn. Donc, en fait, moi, LinkedIn, dans mon automation, je mets un vidéo ask. Du coup, la personne, elle reçoit une vidéo et il y a un appel à l'action dans le vidéo ask. Soit il remplit un formulaire, soit juste, moi, j'ai une notif dans vidéo ask comme quoi tu peux t'en servir même de tendance de sondage, par exemple. Ok, ouais, je vois, super intéressant. Et du coup, non, tu fais pas un vidéo ask par personne quand même. Tu fais un Non, vidéo alors utilisateur. non. Alors, bon, moi, j'ai déjà mis en place des techniques de malade où on fait une vidéo par personne. Ouais, Mais, donc là, non, le vidéo ask, je l'utilise quand on fait une vidéo générale. Je m'en sers même pour recruter, moi, de vidéo ask. Tu vois, par ok. exemple, je crée une annonce d'emploi sur Indeed. Les personnes qui répondent, elles partent sur un vidéo ask qui dure volontairement quelques minutes, dans Yes. lequel j'explique, etc. Et en gros, tu as trois appels à l'action. OK, je suis super chaud ou je veux en savoir plus et laisse-moi tranquille. Et puis, ça me fait mon filtre sur une offre d'emploi ou quand j'ai trop de leads. Donc, moi, je crois beaucoup à la vidéo pour filtrer. Puis, c'est plus engageant, c'est disruptif aussi. Franchement, ou alors, ce que je fais, c'est que je vais utiliser Vidéo Ask avec une vidéo seule et un YouClick ou un Preview Panda pour générer une miniature personnalisée. Ok, ouais, je vois, ouais, super intéressant. Eh ben, écoute, merci pour cet échange, c'était trop bien. Bah écoute, merci de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir de parler un peu de ce qu'on fait et puis d'échanger sur sa vision du graphe. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci, salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews Gross. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De 1, ça va me faire vraiment plaisir. Et de 2, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le Gross. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseurs de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le gross, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews gross.